très heureuse pour tous savoir découvrir les secrets de fabrication du rhum, participer à une masterclass et un goûter des accords mais spiritueux. Si ces activités vous tentent, c'est peut-être que vous êtes attiré par le spiritourisme, contraction entre les mots spiritueux et tourisme, tout simplement. Et c'est un secteur porteur en Martinique, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir grâce à nos invités, des professionnels du secteur qui seront là aussi pour répondre à vos questions bien sûr. Quatre invités sur ce plateau pour parler spiritourisme avec nous. On débute avec Ralph Coutet-Péroumal. Vous êtes responsable Tourine pour le groupe BBS qui gère notamment les distilleries Lamoigny et Trois-Rivières. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Merci d'être avec nous. Également Charles Larcher, vous êtes président du CODEROM, c'est donc le comité martiniquais d'organisation et de défense du marché du rhum. Bonsoir à vous et à vos auditeurs. Bonsoir aux téléspectateurs, oui, qui sont ravis d'avoir tous ces professionnels sur le plateau pour répondre à nos questions. Également Michel Fayad, vous êtes donc le directeur du musée du rhum pour Saint-James. Vous êtes également responsable culturel du groupe La Martiniquaise qui gère la distillerie Saint-James, également De Paz et l'habitation La Salle. Bonsoir. Et sur notre plateau, Béatrice Belcou, vous êtes chef du pôle gastronomie, hébergement et activités terrestres au comité martiniquais du tourisme. Bonsoir Hélène. Bonsoir, alors vraiment bonsoir à vous également, merci d'être avec nous pour cette émission. N'oubliez pas, vous pouvez bien sûr interagir avec nous directement via le Facebook Live en posant vos questions à nos invités ou bien tout simplement pour nous faire part de vos avis, de vos retours également. Alors on va débuter cette émission sur le spiritourisme en faisant un petit bilan notamment de l'industrie du rhum et c'est signé Louis Sabas, notre reporter, regardez. Chaque année, ils sont plusieurs centaines de milliers à s'adonner au spiritourisme en Martinique. Des touristes, mais aussi des locaux assoiffés de découvrir ou redécouvrir, goûts et palettes d'arômes uniques, ceux du rhum martiniquais. Le premier rhum agricole au monde a bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée. Parler de ce rhum, c'est parler de la canne. Plantée au XVIIe siècle pour la production de sucre, elle va vite servir à la fabrication du tafia ou tu-diable à l'époque. L'île va compter jusqu'à 450 sucreries distilleries au XVIIIe. Aujourd'hui, sa culture s'étend sur 4000 hectares et seule une dizaine de distilleries en activité subsistent. Production, 16 millions de litres de rhum par an. 12 millions exportés dans le monde vers une centaine de pays. Le premier marché reste celui de l'Hexagone, qui absorbe près de 80% de la production de rhum blanc et vieux. Deux spiritueux différents, mais qui trouvent leurs aficionados. Le premier, stocké dans des cuves inox avant d'être distillé. Le deuxième, issu du blanc, est mis à vieillir en fût de bois pendant au moins 3 ans. Un marché qui atteint un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros et qui génère près de 4000 emplois directs et indirects. Le secteur se veut dynamique pour des retombées substantielles. Ainsi, selon le CODEROM, le comité martiniquais d'organisation et de défense du marché, en 2018, 4 millions de litres ont été vendus dans l'île, dont 2 millions à des touristes. Cette même année, il était question de recevoir 700 000 visiteurs, avec un objectif, à l'aube 2022, d'1 million de spiritouristes. Et le spiritourisme, c'est donc une activité en plein essor en Martinique. Chaque année, c'est quasiment 6000 personnes qui poussent la porte notamment de nos distilleries. Ça représente quasiment 2/3 des touristes qui viennent en Martinique. C'est absolument énorme. Est-ce qu'on peut voir ensemble de quoi on parle quand on parle de spiritourisme? C'est bien sûr ces visites, ces activités autour de cette industrie, mais quelles activités en particulier? Eh bien, en fait, pour nous, le spiritourisme, c'est l'ensemble des activités touristiques autour du rhum. Donc, c'est à la fois les visites, c'est à la fois les dégustations, c'est à la fois, en fait, c'est toutes les expériences qu'on peut vivre finalement autour du rhum. C'est aussi une expérience qu'on peut vivre dans un restaurant, par exemple, où là, on va avoir un accord mets-rhum. Donc, c'est plusieurs activités qui peuvent se décliner autour de ce produit extraordinaire. Alors Ralph, peut-être que vous pourriez nous parler des activités que vous avez pu développer, notamment pour le groupe BBS. Absolument, alors comme l'a indiqué Béatrice, par exemple nous proposons des visites qui sont exclusivement guidées et qui permettent d'avoir un réel échange avec le guide, donc qui est expert réellement de la filière, qui a des fois occupé un autre poste dans la distillerie, donc qui connaît bien
l'entreprise avec le visiteur, qu'il soit résident ou touriste, pour pouvoir échanger directement. Et Michel Fayad, est-ce que vous pourriez nous parler aussi des activités qu'on peut retrouver autour d'une distillerie? C'est-à-dire que pour nous, de façon générale, le spiritourisme, c'est ce qui permet de donner une dimension culturelle à notre tourisme, déjà pour intégrer le tourisme à la population locale, et ensuite une dimension économique pour faire vivre la population locale des retombées du tourisme. Ça, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que pendant trop longtemps, on s'est contenté de vendre du climat et de la géographie. D'où le côté frustration du Martiniquais qui ne trouvait pas son compte et qui donc on avait un problème d'accueil. Souvenez-vous à l'époque, aujourd'hui on est dans de l'hospitalité et on est dans de l'attractivité. Vous voyez? Donc au niveau du musée du Rhum, on pourra en parler, mais c'est vrai que nous avons décidé depuis très longtemps de mettre en action un certain nombre de manifestations culturelles. Je parlais de la fête du Rhum, de la fête de la récolte, des galeries d'art, des semaines, des festivals de jazz. On a un partenariat avec la Trium, des musiciennes, etc., des mélanges de cultures, de tous ces éléments-là, aussi avec le créole, Food and Rome, etc. Enfin, mettre tout plein d'éléments comme ça pour dynamiser un petit peu la dimension touristique et lui donner un véritable sens où le Martiniquais est au cœur même de la politique touristique martiniquaise et non plus le climat ou la géographie. Ça, c'est très important. C'est ça, hein, Charles Archer, on le sait, pendant de nombreuses années, c'est également le cas aujourd'hui. Un des éléments le plus déclencheurs quand on prend son billet pour venir en Martinique, c'est notamment les magnifiques plages. Est-ce que vous pensez que le rhum pourrait devenir même un produit d'appel, presque un déclencheur pour certains touristes? Oui, nous avons la chance d'être dans la Caraïbe. La Caraïbe a sans doute les plus belles plages du monde. Mais la Martinique n'a pas des plages qui se différencient des autres territoires de la Caraïbe, qui ont des plages aussi magnifiques et aussi belles. Par contre, nous avons le seul rhum AOC au monde. Nous avons une culture autour du rhum qui est magnifique. AOC, oui. Appellation d'origine contrôlée. Nous avons 11 sites privés, 4 sites publics, qui ont une vraie démarche à la fois de différenciation par rapport aux autres territoires de la Caraïbe. Aucun territoire de la Caraïbe n'a la chance d'avoir cette excellence et cette dynamique patrimoniale autour des sites. Et ensuite, c'est une façon aussi pour nous vraiment de nous différencier et d'avoir une démarche attractive vis-à-vis du touriste qui vient du monde entier, certes, mais aussi qui vient de notre propre territoire. Et c'est pour ça que pour la filière canne sucre rhum, il est très important qu'il y ait une appropriation par les Martiniquais de toute cette dynamique et de ce patrimoine qui finalement est à leur disposition. Mais alors, quelles sont les distilleries aujourd'hui qu'on peut visiter? Vous parlez de sites privés, de sites publics. On peut faire le tour de la Martinique. On va faire le tour de la Martinique à l'extrême sud, l'extrême nord, à l'est et à l'ouest. Dans la Cassem, Cap Nord, ouest pas sud, vous avez des distilleries. Et vous avez des sites publics aussi, qui sont donc à disposition des visiteurs et qui permettent de découvrir notre filière. Et quand on parle des activités justement qui sont liées au spiritourisme, est-ce que vous pourriez nous parler de celles qui sont les plus emblématiques ou de celles qui sont les plus originales aujourd'hui? Alors sur nos sites, on va trouver par exemple des jardins. Donc les visiteurs sont très intéressés par la démarche des jardins. On va trouver de la préservation de patrimoine bâti, donc des anciennes maisons donc, qui ont servi à la production ou qui ont servi à d'autres activités économiques. On va trouver des activités artistiques, on va trouver des activités gastronomiques, on va trouver du savoir-faire, donc de la part de nos acteurs de production ou du tourisme. On a vraiment tout un ensemble d'activités qui est proposé aux Martiniquais et aux visiteurs extérieurs que nous pouvons proposer dans nos structures. Alors, est-ce que finalement cette distillerie ne pourrait pas devenir des moteurs du tourisme, notamment en interne, et créer de la synergie peut-être avec d'autres, on le sait, c'est parfois le cas, des artisans qui viennent également se rajouter, je dirais, à ces lieux pour créer une offre encore plus complète? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on était un peu provocateur, on vous dirait la Martinique, ce qui peut la différencier du reste de la Caraïbe, c'est le fait qu'elle a un rhum d'excellence AOC, qu'on pourrait devenir l'île du rhum. Aucun territoire de la Caraïbe n'a ce terme-là. Mais il y a des spiritueux, bien sûr, sur toutes les autres îles. Dans les autres territoires de la Caraïbe, mais ils n'ont pas la chance d'être AOC. Et cette chance, il y a quand même un travail de toute la filière qui a permis effectivement à ce que tous nos rhums de la Martinique ont fait un gros travail d'excellence qui nous amène au même niveau que les champagnes, les cognacs, les vins blancs. Comment est-ce que vous expliquez que nos rhums en particulier aient pu bénéficier de cette appellation alors que ce n'est pas le cas ailleurs? Je vais te laisser Michel. Le rhum de la Martinique, c'est un produit. On va le boire avec du sucre de canne et du citron vert comme un petit punch ou un vieux, tandis que le rhum qui existe dans le reste du monde, ce sont les ingrédients.
Ça veut dire qu'on va le mélanger avec du Coca-Cola, des jus de fruits, pour faire des cocktails, des baba au rhum, de la pâtisserie, tout ce qu'on veut, vous voyez. Donc nous, au départ, on a un rhum unique au monde qui est directement issu du jus de canne pressé, et tous les autres pays du monde, ils font d'abord du sucre avec la canne à sucre, et ils font du rhum avec les résidus du sucre qu'on appelle de la mélasse, vous voyez. Donc ça seulement, c'est une différenciation nette et profonde. Et puis à côté de ça, on a cette appellation d'origine contrôlée qui fait valoir une espèce de savoir-faire des Martiniquais sur la façon de faire du rhum, de le fermenter, de le distiller, de le vieillir, etc. On a un vieillissement climat tropical aussi qui est très particulier parce qu'avec la chaleur du climat, on a une évaporation la part des anges qui est excessive, mais on a aussi un survieillissement qui fait qu'un rhum de 3 ans d'âge correspond à un whisky ou un cognac de 6 ou 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un vrai savoir-faire typiquement martiniquais qui n'existe qu'à la Martinique et que nous avons à mettre en valeur justement dans le cas du spiritourisme. Et quand on parle de spiritourisme, est-ce qu'on peut également parler de mise en valeur du patrimoine, notamment du patrimoine historique? Absolument. Et d'ailleurs, nous invitons les Martiniquais à s'approprier, enfin c'est ce que disait à l'instant Monsieur Larcher, à s'approprier en fait à la fois ce savoir-faire, mais aussi toute cette histoire et toute la richesse patrimoniale que nous avons autour de cela. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller à la rencontre de ces distilleries, d'aller sur place, de vivre l'expérience, parce qu'on a beau se dire, on a les meilleurs rhums au monde, on aime bien offrir à la bouteille, mais le mieux en fait, c'est de pouvoir inviter les uns et les autres en fait à vivre cette expérience, et avant de le faire, il faut soi-même s'en imprégner. Et vraiment, les différentes maisons ont fait un travail incroyable pour accueillir aujourd'hui les visiteurs. Je vous assure que ça vaut le déplacement. Il y a en fait au niveau des visites, au niveau des boutiques, au niveau des produits, tout a été concocté et chaque distillerie, en fait, chaque maison a en fait, j'ai envie de dire, son tour de main, mais a aussi sa façon de faire. Donc quand on arrive sur place, on a un écrin qui est soigné, on a une histoire, on a une forme d'économie. Parfois, il y en a qui utilisent l'économie solidaire, d'autres qui vont en fait opter pour la canne bio, etc. Donc vous voyez, chaque site est un peu, je vais dire, est un peu unique. Donc il faut prendre le temps, ne pas se dire j'ai fait une distillerie donc je connais. Chaque maison a ses secrets et ça se joue là en fait. Et il faut prendre le temps de découvrir ces secrets-là. Parce qu'on a un savoir-faire qui est unique, on devrait être fier de pouvoir le dire et surtout pour pouvoir en parler, il faut avant tout vivre l'expérience. Vous comprenez que parfois certains Martiniquais sont un petit peu troublés par le fait qu'historiquement ils ont connu des distilleries qui étaient indépendantes les unes des autres et qui parfois se sont regroupées aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que c'est peut-être un petit peu difficile d'identifier quelles sont maintenant les différences? Non, on ne s'est pas vraiment regroupé, on s'est regroupé autour du spiritourisme. C'est-à-dire que tout un chacun fait du spiritourisme. Parce que nous, la question que nous avons posée avec ce problème de spiritourisme, c'est la finalité d'une politique touristique. Or, la finalité d'une politique touristique, c'est d'accompagner une économie, de soutenir les produits du terroir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pendant très longtemps, n'était considéré comme un acteur du tourisme que les compagnies aériennes et les grands groupes hôteliers. Et de temps en temps, les agences de voyage ou des chauffeurs de taxi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est réapproprié, si vous voulez, un patrimoine qu'on a financé d'ailleurs la restauration par l'économie touristique. Je vais vous dire, aujourd'hui, on voit l'habitation Clément, on voit BBF, on voit le musée du Rhum, on voit l'habitation La Salle en train de rejaillir de leur cendre. Vous en parlez un peu de ce train notamment, parce que ça aussi c'est une activité spirituelle. Le train, c'était un train. Il y avait une véritable voie ferrée, je veux dire, qui servait dans les champs de canne à aller chercher la canne de plus en plus loin pour les ramener à l'usine. Tout ça avait disparu après le cyclone de Routy. Ces voies ferrées-là, ces trains à vapeur-là, parce qu'arrivaient les camions, etc., les tracteurs. Et puis aujourd'hui, on a véritablement un patrimoine ferroviaire à la Martinique. Et bon, tout ça a été abandonné jusqu'à ce que le spiritourisme revienne et se dit, mais on peut réhabiliter, on peut restaurer ces éléments-là uniquement pour faire du tourisme, pour faire balader les touristes d'une habitation à l'autre, comme c'est le cas à Saint-Jean, mais à l'habitation La Salle aujourd'hui, vous voyez, ou faire des éléments comme ça, ou restaurer d'anciens sites qui étaient complètement à l'abandon, parce que s'il n'y a pas une vocation, disons, économique
et touristiques pour ces sites-là, elles n'ont pas de raison d'être. On ne va pas les réhabiliter uniquement pour passer les regarder gratuitement, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce tourisme-là nous paraît particulièrement intéressant parce qu'on se rapproprie une culture, on se rapproprie un patrimoine, on se rapproprie une histoire, et du coup, face aux touristes, eh bien, on a une histoire à raconter, on a une culture à montrer, on a un produit à vendre. Donc vous imaginez, ça change complètement de cette espèce de plage, soleil, cocotier, hibiscus, oiseau de paradis ou fleur de porcelaine. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans cette image-là. Encore une fois, alors un petit commentaire d'un de nos téléspectateurs via le Facebook Live. Notre Rome étant l'un des meilleurs du monde, la CTM doit encourager financièrement le spiritourisme. Alors, vous êtes avec nous? C'est le cas. Alors, c'est le cas, rassurez l'auditeur, enfin le téléspectateur, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre dynamique, aujourd'hui, la filière investit à peu près 10 millions d'euros par an sur le spiritourisme, en bâtiment, en entretien, etc. Donc c'est un investissement très important, c'est beaucoup d'emplois. Souvent dans les distilleries, la première catégorie... Au niveau des infrastructures, qu'est-ce que ça représente, tous ces investissements? C'est de la réhabilitation, de la rénovation? Voilà, ça va être de la réhabilitation, ça va être de la rénovation. Quand vous rénovez le musée du Rhum, quand vous rénovez différents sites, le moulin de Trois-Rivières et d'autres sites à Naisson ou ailleurs, vous investissez effectivement dans le bâti, vous faites travailler des entreprises effectivement locales, et ensuite, pour faire fonctionner ces outils, vous avez besoin de personnel qualifié, de bon niveau dans le domaine du tourisme pour arriver à ce que cet outil soit le plus valorisant possible pour la Martinique et pour le Rhum. Il faut savoir que notre démarche, elle est de valoriser le territoire, la Martinique. C'est pour nous très important. Nous avons cette chance d'être le Rhum de la Martinique AOC, donc nous faisons tout pour valoriser donc, le territoire. Aucun site du spiritourisme n'a une herbe haute. Tous les sites ont l'air bien coupés, les arbustes bien taillés, un accueil de qualité. Notre carte de visite en quelque sorte. C'est tout à fait, les personnes parlent anglais, nous avons des salariés qui parlent anglais, parfois plusieurs langues. Enfin, pour nous, on est vraiment très très attachés à ce que le fait qu'on soit aujourd'hui la première région spiritiste de France, aujourd'hui nous sommes la première région de spiritisme de France, on est derrière l'onotourisme de Bordeaux ou des vins d'Alsace, on est les premiers aujourd'hui. On est très attaché à cela et on doit continuer à performer via l'excellence. Quand on parle de nos tourismes, on parle donc du commerce autour de la route des vins, voilà, et de toutes les boissons qui sont fermentées, contrairement aux boissons qui sont distillées. Tout à fait, c'est-à-dire que toute la démarche, ils ont été précurseurs dans le vin de Bordeaux ou dans le vin d'Alsace, dans cette démarche de la route des vins. Nous avons développé, nous, une route des distilleries qui donc parcourt le territoire et qui irrigue le territoire et qui permet aujourd'hui à ce que les zones qu'on pourrait considérer comme enclavées, finalement, se retrouvent avec des distilleries qui vont dynamiser les territoires et les communes. On poursuit juste avec une petite réaction Facebook. Je reviendrai bien sûr sur votre réaction. Bonsoir, nous sommes mondialement reconnus pour notre rhum, mais pourquoi ne pas faire un musée du rhum en France métropolitaine? Alors c'est un choix aujourd'hui de dire que nous devons développer le territoire. La Martinique est un territoire où aujourd'hui, économiquement, il y a quand même un taux de chômage important. Le tourisme est la voie économique de développement du territoire et nous investissons sur le territoire pour permettre que des personnes de l'extérieur et des Martiniquais puissent enrichir finalement ce territoire. Donc c'est un choix de vraiment investir les entreprises qui sont dans le spiritourisme, derrière ces marques, ont fait le choix d'investir massivement sur le territoire. On s'intéressera bien sûr à la façon dont on communique, notamment autour de ces activités. Pour rebondir sur votre question précédente, justement, pour faire face justement à l'histoire, il est important, en fait, à mon sens, tout se joue dans le discours qui est présenté aux touristes. Quand il arrive, de lui présenter effectivement tous les faits historiques. Aux touristes ou à la personne, aux visiteurs? Aux visiteurs de manière globale. Et de lui présenter tous les faits et qu'il comprenne justement l'évolution, en fait, vraiment, que ce soit du domaine ou que ce soit du rhum de manière générale. Et pour qu'il puisse aussi comprendre... Tout à l'heure, vous parlez de confusion à cause justement des regroupements de certaines distilleries dans les mêmes groupes, etc. Les visiteurs sont très intéressés à comprendre en fait comment le tissu économique existe et pourquoi il y a eu tel ou tel regroupement, quels ont été les problèmes rencontrés et quelles solutions finalement ont été optées pour pouvoir justement continuer à faire vivre la filière et continuer surtout la production. Et qu'est-ce qui a été mis en place dans les distilleries qui sont gérées par votre groupe pour communiquer notamment autour de ces faits historiques? Par exemple, alors tout à l'heure M. Fayette parlait du petit train à Saint-James, il y a également un petit train à Maison-Lamonie qui rappelle justement que les cannes étaient acheminées par ce moyen. La visite commence par une vraie présentation du groupe depuis 1749, donc
l'année où s'est constitué le domaine, avec tous les rachats en fait, qu'il y a eu de manière successive jusqu'à aujourd'hui par le groupe comme Paris par exemple. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de Tous à bord. Merci d'être resté avec nous. Merci également à ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on parle de spiritourisme. On parle tout simplement de la manière dont les distilleries en Martinique mettent en valeur notre patrimoine culturel, également notre patrimoine naturel. Alors, vous avez été nombreux à réagir, notamment pendant la publicité, sur le Facebook Live, à nous poser des questions. Donc, une qui s'affiche juste derrière moi, à destination de nos invités. Bonsoir. Qu'est-ce que le rhum paille? Nous avons le rhum paille hardy, mais quelle est la différence avec le rhum vieux? On a que des spécialistes sur le plateau. Le rhum paille, c'est très simple. Le rhum paille, c'est un rhum qui a vieilli 12 mois, mais non pas dans des fûts de chêne, mais dans des foudres de chêne. Le fût, c'est entre 350 et 650 litres à peu près, et le foudre, c'est 60 000 litres, vous voyez? Donc ça veut dire qu'il commence à avoir le parfum du tannin, mais il a aussi la force du rhum blanc. Donc un rhum paille, c'est un rhum qu'on appelle en termes appellation d'origine contrôlée, un rhum élevé sous bois. Mais c'est un rhum vieilli 12 mois dans les foudres de chêne. On voit vraiment que c'est un thème qui cristallise vraiment toutes ces questions. On poursuit avec une deuxième réaction. Combien dépense en moyenne le spirituiste pendant son séjour? Ou au moins pendant sa visite dans une de vos distilleries? Pour compléter, on peut dire aussi que sur les différents sites de la Martinique, on a des visites qui sont faites parfois par des guides. Et donc c'est une dépense effectivement que fait le touriste. Il peut se retrouver aussi à payer une action particulière, par exemple effectivement une présentation particulière de produits par le maître de chai. Et à ce moment-là, il va effectivement, dans les classes ce qu'on appelle les masterclass, il va donc à ce moment-là dépenser effectivement un peu de sous sur notre territoire et c'est le bienvenu. Donc on a effectivement cette dynamique de valorisation du rhum au travers des actions autour du produit. Alors on parle de valorisation du rhum. On disait que ces distilleries parfois elles sont également valorisantes pour le patrimoine culturel, pour le patrimoine historique. Donc je suppose qu'il y a des touristes qui dépensent mais qui ne dépensent pas pour acheter de l'alcool par exemple, et juste pour avoir un peu plus d'informations sur l'histoire de la Martinique par exemple. Bien sûr, et ils sont totalement indépendants. Je veux dire, on ne met pas, bien heureusement, le couteau sous C'est la pas gorge obligé. des touristes. Et c'est vraiment s'il apprécie et qu'il a envie de découvrir un terroir particulier, parce que c'est vraiment aussi ce qui fait l'unicité, j'ai envie de dire, de chaque marque, de chaque distillerie. Chaque marque a son propre terroir, a son propre ADN. Et s'il souhaite visiter juste la distillerie, une usine, pour pouvoir comprendre justement toutes les étapes de fabrication du rhum agricole, qui est totalement différent du rhum industriel, comme l'expliquait M. Fayad précédemment, c'est possible aussi. De rien. Mais alors on va poursuivre notamment sur l'aspect un peu plus international. Comment est-ce qu'on fait pour vendre notre rhum à l'international? Comment est-ce qu'on fait pour vendre notre spiritourisme également? Alors nous partons beaucoup sur des salons. Il le disait tout à l'heure en fait Charles Archer. En fait, avec le comité martiniquais du tourisme, notamment, nous collaborons énormément en fait avec le Codérum pour vendre à la fois en fait notre destination à travers ce savoir-faire unique. Et donc, nous avons en fait des corners spéciales complètement organisés en fait avec des dégustations, mais pas que. Parfois, ce sont des ventes aussi. Nous avons en fait le salon, notamment le salon Savim. Nous participons en fait à Marseille, qui est le plus grand salon de la gastronomie en fait en France. Près de 100 000 visiteurs. Et là, en fait, nous y allons et nous sommes accueillis d'abord pour nos rhums et après pour d'autres produits en fait du terroir. Donc nos rhums sont très appréciés à l'étranger et nous avons grand plaisir à le faire, donc à vendre le spiritourisme, bien évidemment en bonne collaboration avec les spécialistes, donc notamment le Codérum. Alors on parle de produits qui sont de très très haute qualité. En revanche, on entend souvent bien sûr que le prix parfois peut être un frein. Est-ce que c'est le cas également dans le spiritourisme, qu'on souffre de cette image de rhum qui est de très bonne qualité mais qui est parfois trop cher? Oui, c'est le prix à payer sans doute pour l'excellence. C'est-à-dire qu'on a choisi, on est un petit territoire, on ne pourra jamais fournir le monde entier. Nous sommes aujourd'hui présents dans 100 pays dans le monde, ce qui est exceptionnel.
Nous sommes le produit martiniquais le plus présent dans le monde. Nous sommes présents dans tous les pays d'Europe. Nous sommes présents sur la plupart des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord. Nous sommes présents en Asie, depuis très longtemps au Japon, depuis très longtemps en Chine. Et aujourd'hui, avec cette dynamique à l'international, il est clair que nous devons rester dans la catégorie que nous avons choisie, celle de l'excellence. Nous sommes AOC maintenant depuis 1996, donc c'est une AOC relativement récente, relativement contraignante. Et nous avons choisi cette contrainte pour arriver à nous différencier de tous les autres rhums du monde qui, eux, font du rhum à partir de mélasse ou du rhum agricole, mais qui n'ont pas le label de l'excellence. Michel Fayad, vous aviez une réaction? Oui, en fait, le rhum a toujours été très cher en France métropolitaine. Maintenant, c'est vrai qu'elle était bon marché à la Martinique avant l'appellation d'origine contrôlée parce qu'on ne travaillait pas le packaging, on ne travaillait pas la présentation, on travaille. En fait, il faut bien dire que le rhum est sorti de très loin. Avant le spiritourisme, le rhum représentait un alcool de tristesse, des vies, des enterrements, des chagrins d'amour. Puis les alcools de fête, c'était le whisky, le champagne, le cognac, etc. Donc vous voyez, tout ça a changé la donne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rhum est devenu un alcool de fête. Il y a un vrai changement au niveau des habitudes de consommation. Pour nous-mêmes aussi, hein, en Martinique, ça a changé complètement. Il y a quelques dizaines d'années, on n'entrait pas dans une boîte de nuit pour demander un rhum vieux coca. On demandait un whisky coca, un gin tonic ou une vodka orange. Aujourd'hui, on demande avec fierté un rhum vieux coca. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que déjà cet alcool de tristesse est devenu un alcool de fête. Et du coup, effectivement, les prix ont augmenté. Mais surtout, ce que je voudrais dire, ce n'est pas les prix qui ont augmenté au niveau des distributeurs, c'est au niveau des taxes que les prix augmentent la plupart du temps. Parce que le gouvernement a trouvé quelque chose de très sympathique à faire en nous disant, puisque vous vendez autant de rhum, eh bien, on va simplement récupérer encore un peu plus de taxes, et c'est ce qui se fait depuis un an à peine, hein. Et on est en train de se battre sur ça. Et c'est vrai que pour répondre, oui, et c'est vrai que cette filière, en fait, elle commence du planteur de canne, parce que sans canne, il n'y a pas de rhum, et elle va jusqu'au barman. Aujourd'hui, il y a des barman spécialisés dans le rhum martiniquais à New York, à Tokyo, à Berlin, à Paris, et bien entendu à Fort-de-France. Et pour nous, il y a ce nouveau métier aussi de barman, avec des lycées, le lycée de Bellefontaine, le lycée du François, qui forment effectivement donc des jeunes Martiniquais à ce métier, qui est un métier d'avenir. Parce qu'on peut être barman, certes avec des alcools, des cocktails à base de rhum, mais aussi barman avec des fruits tropicaux, des épices locales. Et donc on a aujourd'hui différents métiers qui naissent de notre filière. Béatrice Belcou. Oui, je disais en fait que d'ailleurs on se rend compte, notamment on s'en est aperçu sur le salon Saline, qui est en fait un salon carrément d'épicuriens, et on s'est rendu compte qu'il y a une vraie demande pour le produit premium. Donc ils veulent du rhum, ils veulent ce qui se fait de mieux en fait dans le rhum. Donc oui, certes on dit que notre rhum est cher, mais pour ceux qui s'y connaissent, ils veulent aller encore beaucoup plus loin. Est-ce que le rhum va devenir un alcool de luxe, alors comme le champagne? C'est notre objectif, hein, c'est de se positionner effectivement comme un produit premium. Le label AOC, c'était déjà une chose très importante pour nous de l'obtenir. Maintenant, comme le disait Michel tout à l'heure, il y a eu tout un travail sur le packaging qui a été fait. Et maintenant, c'est tout le service autour du produit que nous devons, les services autour du produit que nous devons développer, arriver à faire en sorte que autour de nos sites, nos communes, où sont nos distilleries, soient belles, nos centres-bourgs soient beaux, que la Martinique soit fleurie, pour que quelque part le touriste se retrouve dans un écrin finalement d'excellence et de beauté. Utiliser le spiritourisme encore une fois comme un moteur du tourisme. J'aurais aimé qu'on parle avant que l'émission se termine de l'impact sur la politique de l'emploi, également sur le bassin d'emploi tout simplement. Grâce à la dynamique du spiritourisme, il y a des emplois qui sont liés par exemple à la conservation du bâti, donc au niveau architecte, au niveau tout ce qui est entretien des maisons en bois notamment de nos sites et des maçonneries. Nous avons des emplois type guide touristique, des emplois un peu plus indirects qui seront juste à l'extérieur des distilleries, mais qui vont concerner des barman, qui vont être dans des restaurants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que le spiritourisme permet de premiumiser les emplois du tourisme sur le territoire. Réaction peut-être? J'abonde dans le sens de M. Larcher. Effectivement, par exemple, Maison Lamonie collabore avec l'association des planteurs pour pouvoir s'approprier de la canne, en plus pour pouvoir répondre à des besoins de production. D'autres types de postes, par exemple, tels que maître de chai, ce sont des postes qui sont extrêmement... qui répondent à une expertise métier. D'ailleurs, je salue
Daniel Boudin qui a été, qui a été élu maître chez Rome, meilleur maître chez Rome du monde en 2019. Est-ce qu'on peut se former en Martinique? Alors c'est une formation, il sera beaucoup plus à l'aise pour pouvoir l'expliquer, mais qui se fait sur le terrain, où on peut avoir une base en œnologie par exemple, mais c'est un métier vraiment de terrain qui s'apprend avec l'expérience. Et puis il y a d'autres métiers tels que responsable de tourisme par exemple, moi c'est une création de poste. Donc en fait, Hélène, vous soulignez que nous avons le meilleur rhum au monde et nous avons également le meilleur maître de chai rhum au monde. Toutes les raisons de valoriser notre rhum. Oui, et puis les métiers aussi qu'on pourrait développer, c'est les intermittents du spectacle. Parce qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui, on a une politique très cohérente qui consiste à diffuser la culture pratiquement sur tous les sites. Et les sites sont particulièrement bien situés sur le territoire martiniquais, puisqu'il y a au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Et ce qui se passe surtout, c'est qu'aujourd'hui, en diffusant la culture, on donne du travail aux intermittents du spectacle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut bien sûr que l'argent soit réinvesti pour développer davantage le spiritourisme, qui est un moteur de notre tourisme et de la valorisation également de notre patrimoine. Merci infiniment à vous quatre d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous tous les petits secrets de votre travail au quotidien. Merci à vous également de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes ces questions qui nous amènent toujours à pousser le débat un petit peu plus loin. C'est bientôt la fin de cette émission. À demain.